envoyer soit ce soir si on est efficace ou demain matin. Mais voilà, ce webinaire sera disponible et vous pourrez bien entendu le faire partager aux membres de vos associations respectives. Voilà. Et puis, donc, s'il y a quelques questions que ce soit, si vous avez des problèmes de connexion ou autre, pendant le webinaire, on a un petit numéro de téléphone qui est celui du CDOS 02 31 85 46 15. Je vais vous le remettre dans le chat, pas hésiter à nous contacter en cas de besoin. Voilà. La caméra. Pour ce qu'il en est, moi je vais vous souhaiter une très bonne après-midi à tous. Je vais laisser la parole à Corinne, vice-présidente du CDOS en charge de la formation, et puis à Julien ensuite. Bon webinaire. Corinne. Merci Quentin. Eh bien, bonjour à tout le monde. Et puis d'abord, je voudrais commencer par excuser notre président Patrick Ozou, qui est retenu par d'autres obligations, notamment au niveau du cross. Remercier aussi Quentin et Sarah pour la qualité du travail. Un binôme récent, mais qui fonctionne plutôt pas mal, avec lequel on est content de travailler. Alors, pour ceux qui connaissent les activités du CDOS, vous avez peut-être l'habitude de nous voir de temps en temps. Chaque année, au mois de février, on propose une matinée de l'info. C'est ce qu'on faisait juste avant que cette fichue endémie, et donc qui nous a un petit peu obligés à rebattre nos cartes et donc de continuer de travailler, mais de manière un peu différente. C'est pour ça qu'on est sur un cycle de propositions de webinaires avec une dynamique plutôt sport-santé, même si la première concernait plutôt la préparation mentale. Ce premier webinaire, il a eu lieu le 1er décembre et il s'intitulait « Comment réussir mon projet en 6 étapes » avec des outils de préparation mentale, et c'était animé par Adrien Dutertre, que vous connaissez peut-être dans vos associations déjà. Aujourd'hui, on vous propose cette reprise de pratique sportive en sortie de confinement avec Julien Alvarez, qui je vais lui laisser le soin de se présenter tout à l'heure. Et voilà, et avec qui on va à nouveau travailler la semaine prochaine, le 22, avec la réathlétisation du sportif après blessure, et donc la prévention de la rechute, avec lequel on prendra contact tout à l'heure. Vous dire aussi qu'au niveau du sport santé, on organisera au mois de janvier aussi un webinaire, mais ce sera comme thématique plutôt la nutrition, qui fait partie forcément de l'environnement des sportifs, bien sûr, mais aussi de la santé. C'est un élément important dans ces dynamiques-là. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue que ça. Je vais laisser la parole à Julien Alvarez pour nous proposer déjà un petit peu sa carte de visite à lui, et puis les tenants et les aboutissants de cet après-midi de travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, Quentin, je partage mon diapo? Ouais, c'est tout bon, vas-y. Ok. Me dire si ça apparaît. Ouais, super. Ouais. C'est nickel, c'est parti. Donc, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'intervenir pour le CDOS cet après-midi et puis la semaine prochaine. Je voulais remercier le CDOS en premier temps, et puis Quentin qui a fait appel à moi pour ces webinaires. C'est une première pour moi et c'est vraiment un honneur. Donc, je vous remercie à tous d'être présents pour ce webinaire. En ce qui me concerne, j'ai pas, comme disait Corinne tout à l'heure, j'ai pas un gros CV non plus. Je suis débutant dans le métier, mais voilà, j'ai 2 licences, une licence APAS et une licence entraînement sportif. J'ai une maîtrise en préparation physique, mentale et réathlétisation, et j'ai un master dans l'éducation physique, activité physique santé. Donc l'anciennement EPAPS, qui est maintenant à Caen, est devenu APAS. Donc, voilà, et puis j'ai quelques diplômes dans le foot et voilà, tout simplement, rien de plus. Je suis préparateur physique dans le foot, mais aussi indépendant avec mon société Ajustus Trainer, et prof à l'université en tant que vacataire
en tant que vacataire depuis 3 ans. Et depuis cette année, je suis formateur pour la société Camp-Training et tous les BP de cette société-là. Voilà, tout simplement, on passe. C'est pas ce qui est intéressant aujourd'hui. C'est la suite l'intéressant. Donc, le thème de la journée, c'est reprise de la pratique sportive en sortie de confinement. Un programme pas facile à parler. Pourquoi? Parce que je vais en parler tout à l'heure, c'est quand même un événement un peu particulier, complètement inédit et inconnu pour tout le monde. Donc, il a fallu absolument anticiper, travailler, que ça soit pendant le confinement ou après le confinement. Il a fallu mettre des choses en place. Donc, pour parler de tout ça, j'ai voulu absolument, remettre le contexte en place. Je ne sais pas si ça change, Quentin, parce que je le vois sur mon écran, mais pas sur mon téléphone. J'ai changé de diapo. Ouais, moi, je suis toujours sur la diapo d'entrée également. Ok, donc attends. Je vais repartager. Voilà, ça va être mieux comme ça. Normalement, c'est bon. Ouais, donc, là, le contexte, c'est qu'on est en situation de pandémie, quelque chose qu'on ne connaît pas à notre époque, enfin, surtout au XXIe siècle, qu'on connaît peu, voire pas du tout, ce qui va donc être une situation complètement inconnue, qu'on va devoir gérer d'une certaine façon. Mais on va surtout avoir une réponse de stress et d'anxiété et de désorientation par rapport à cette situation-là, que ça soit, je parle du point de vue des entraîneurs, mais aussi du sportif. Ensuite, on a aussi dans cette situation, c'est une nouvelle virose. On sait très bien qu'un virus a des impacts importants sur le corps, et il va falloir prendre en compte dans la reprise de l'activité qu'il y a des risques de myocardite. Myocardite, c'est mort subite du sportif, en sachant qu'il y en a à peu près 1000 par an dans le sport, et qu'il y a un bon 30-40% de ces morts subites qui sont dues à une myocardite, et surtout dues à un virus. Soit une reprise trop tôt après une grippe, par exemple. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faudra faire attention au fur et à mesure du protocole d'entraînement. Et c'est surtout qui dit nouveau virus, on ne connaît pas spécialement les effets, donc on peut se poser des questions et de faire attention sur ce risque-là de myocardite. Ensuite, on sait aussi que ce virus-là, il touche l'ensemble des systèmes nerveux ou musculaires ou tout autre, et qu'il y a des risques d'inflammation. On sait que donc il peut avoir des problèmes de tout ce qui est tendon d'Achille, par exemple, où il y a une augmentation de ces symptômes inflammatoires dans le sport suite à ce scénario. Tout ce qui est genou, tendon rotulien, et tout ce qui est dos, où on a aussi une augmentation sur l'année, par exemple, de lombalgie qu'on a remarqué au fur et à mesure des entrées aux hôpitaux. Il y a même des études que j'ai été voir hier concernant les hommes, par exemple, où il y a une augmentation importante, c'est tout bête, mais une augmentation importante des douleurs et des inflammations testiculaires. Donc, on voit bien que ça touche à peu près tout, ça peut toucher tout l'ensemble des systèmes du corps. Ensuite, on a le confinement qui... j'ai un petit laps de temps entre mon passage et l'affichage sur l'écran, je suis désolé. Donc le confinement où on a été emprisonné du jour au lendemain, à bon ou à tort, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas on l'a pris de plein fouet, et surtout le premier, et le deuxième, même avec anticipation, a pu être mal vécu, mais c'est des situations pareilles qui sont complètement inconnues, et qu'il a fallu s'adapter, et qui a amené certaines adaptations, que ce soit sportif ou même professionnel, voire personnel. Donc le confinement, il faut remettre le contexte du confinement, c'est comme la pandémie, c'est une nouvelle situation.
où on a vu plusieurs types de personnes qui ont amené soit une reprise du sport, les gens qui n'avaient pas spécialement fait de sport avant ou qui n'en faisaient plus à cause du travail, à cause d'un emploi du temps trop chargé. Donc, on a eu une reprise du sport par certaines personnes, mais on a eu aussi l'inverse, des sportifs qui étaient engagés dans le sport depuis très longtemps ou qui étaient engagés tout simplement dans une association ou même personnellement et dû au confinement ont dû arrêter du sport ou arrêter le sport soit par un manque de motivation, soit par tout autre système qu'on nous développera tout à l'heure. Donc arrêt du sport qui dit fainéantise aussi ou tout simplement je n'ai pas envie de faire. On a aussi eu des changements d'activité et là je reviens un peu tout ce qui est sport associatif où les contraintes de distance et de temps de sortie nous amenaient à avoir un changement d'activité complet. Et par exemple, un handballeur ou un footballeur, où c'est des sports complètement explosifs, vont devoir perdre ce système d'activité-là et vont partir plus sur ce qu'on a vu, beaucoup de travail de course, les gens partaient courir ou du vélo, mais qui est complètement différent de ce qu'ils vivent normalement en association ou dans leur activité propre. Et ensuite, le télétravail, qui a amené aussi du stress, la gestion d'enfants, parce que je ne l'ai pas mis, mais ça aussi, le confinement dit aussi gestion d'enfants quand pas école sur le premier et trajet à faire uniquement entre l'école et la maison sur le deuxième. Et derrière le télétravail qui amène quand même un certain nombre de stress, surtout quand les parents avaient les enfants où les personnes avaient des enfants à garder à la maison, où on sait très bien, et moi le premier, je l'ai vécu, où le premier confinement, il m'était incapable de travailler à côté avec un enfant de 2 ans, où j'ai beaucoup mieux vécu le deuxième, où mon enfant avait la capacité d'aller à la crèche et que je pouvais travailler à la maison. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte dans le profil de l'athlète ou de la personne qu'on va avoir en face de soi. Donc, comment est vécu le confinement pour les sportifs? Première chose, une lassitude. Une lassitude, pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise orientation. On ne sait pas où on va, on ne sait pas du tout où on va aller, dans quel moment on va reprendre. Encore, moi je prends l'exemple du foot parce que je suis dans le foot. Il y a un mois, on nous a dit que les seniors, ça n'allait pas avant le 20 janvier. Puis 2 semaines après, on nous a donné l'autorisation de reprendre. Puis ça se trouve, dans une semaine ou deux, on nous dira qu'il faut retourner en arrière. Donc on navigue un peu entre les choix gouvernementaux, les choix aussi des fédérations, et on jongle avec tout ça et on sait clairement pas où on va. Donc il y a un moment, moi je l'ai eu avec certains de mes athlètes aussi individuels, où il y a plus d'objectifs en vue, où on ne sait pas où la fixer. On a une perte de motivation, une lassitude dans le sport qui intervient et ça peut provoquer des joueurs, des athlètes, des sportifs qui ne veulent plus s'entraîner tout simplement parce que à partir du moment qu'un sportif n'a plus d'objectif, il ne voit pas pourquoi il travaille. Donc ça devient très compliqué. De plus, il y a un manque de repères, un manque de perspectives. On a très peu de repères, soit quand on est dans un sport co, des staffs où on essaye d'avoir des liens avec les joueurs, mais ça reste très, très subtil par rapport à ce qu'on vivait avant, c'est-à-dire regroupement à 15-20 joueurs, discuter ensemble, vivre des choses ensemble. Là, on n'a pas ces repères-là, on n'a pas ces repères sociaux, mais on n'a pas aussi des repères sportifs ni des perspectives sportives. À l'heure actuelle, qui sait si on va reprendre une saison correctement, si on va finir les championnats? Je ne me prononce pas parce que finalement, on ne sait pas de semaine en semaine, de mois en mois. Il y a des nouvelles choses qu'on ne peut pas anticiper et donc c'est manque de perspective, on ne peut pas se projeter.
Inadéquation des motivations, c'est que on était motivé pour certaines choses, mais on n'arrive pas à le mettre en place. Je m'explique, c'est que souvent on garde nos objectifs quand même en tête, sauf que la motivation à la maison, la motivation enfermée à la maison ou en confinement, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, donc on a une inadéquation entre nos objectifs et notre motivation qui ne fusionnent pas et qui ne nous permettent pas de travailler correctement. Séance d'entraînement mal adaptée, et ça, avec la multiplication des séances en visio, des petites choses comme les coachs visio ou les Instagram ou les youtubeuses, on a vu une panel important de gens faire de ces séances-là pendant le confinement. Mais on a vu, en parlant avec certains médecins de camp, on a vu aussi pas mal de retours en cabinet après les confinements où finalement on avait plein de petits bobos par-ci par-là, parce que une séance d'entraînement doit être adaptée, individualisée, mais j'en parlerai tout à l'heure, mais ça reste chacun doit avoir ses objectifs, chacun doit avoir son travail. Et si on commence à faire comme monsieur tout le monde, on a des risques de blessures là-dessus. Donc, on a souvent eu moi par exemple, de cas d'athlètes où je leur donnais des séances et à côté, ils m'envoyaient, en fait, j'ai fait cette séance-là de telle personne. Et tu dis, mais ouais, mais par rapport à ta recherche, par rapport à ce que tu veux, tes motivations, tes objectifs, ou même tes faiblesses et tes défauts, tu as fait tout l'inverse de ce que tu veux travailler. Et donc, tu t'amènes à des risques de blessure. Donc, c'est vraiment les choses qu'on a vues pendant les confinements. Mais aussi, on a vu un gros impact mental. Moi, je sais, je parle du premier confinement, j'ai eu les 2 premières semaines pour me mettre au sport. C'était très, très compliqué. Plus de lien social, difficulté à vouloir quelque chose. Donc, on sait que c'est un impact, ce genre de situation a un gros impact mental. Et ça amène tout ce qu'on a vu avant, lassitude, démotivation au niveau du sportif. Et on ne sait pas surtout dans quel état on va les récupérer après. Et je pense, et j'en suis certain, que l'aspect mental après confinement est extrêmement important à prendre en compte pour éviter tout ce qui est blessure. Le risque du télétravail par rapport à tout ça pour le sportif, parce qu'on a plein de sportifs qui ont été quand même en télétravail, c'est qu'on adopte quand même de mauvaises positions, une mauvaise posture. L'exemple type, voilà, c'est le petit bonhomme que vous voyez. Combien, pendant les confinements en télétravail, on travaillait dans ces conditions, voire complètement allongés sur le canapé, ou qui ont maintenu des positions assises extrêmement longtemps, ce qui fait tension au niveau des ischio-jambiers, relâchement complètement au niveau des mollets et tension au niveau lombaire au fur et à mesure du temps. Parce que la différence, c'est que quand ils allaient au travail, même s'ils travaillaient sur bureau, ils voyageaient, ils allaient de leur voiture au bureau, du bureau aux voitures, ils allaient déjeuner, ils sortaient du bureau pour quoi que ce soit, alors qu'à la maison, il y a tout. Donc les déplacements sont hyper limités, donc obligatoirement, on perd en activité lors de la journée. Donc, comme je l'ai dit, une limitation de mouvement, souvent mal assis, mauvaise posture mal assis. On va avoir un phénomène d'ankylose provoqué. Quand on reste des heures et des heures dans la même position, le corps va s'ankyloser. Donc, ça va devenir un problématique quand on va repartir en sortir de confinement et qu'on va commencer à rebouger dans tous les sens. On va aussi peut avoir une perte de masse musculaire. S'il n'y a pas de travail à côté, on va avoir une perte de masse musculaire, donc on va déstabiliser les articulations, on va être beaucoup moins tonique. Enfin voilà, tout ça va rentrer en jeu. On va avoir une perte des capacités cardiaques. Il ne faut pas oublier que le désentraînement arrive dès 5 jours et qu'au bout de 21 jours, c'est comme si on avait perdu une grande capacité de nos qualités, que ce soit cardiaque ou musculaire. Donc, on est resté quand même près d'1 mois et demi en confinement, là, presque 1 mois.
même un mois complet. Donc, on sait que si on n'a pas travaillé, si on a été en désentraînement pendant cette période-là, on a des risques importants de blessures. Et la prise de poids, alors le premier confinement, oui, si on ne s'entraînait pas, mais ce n'est pas la période le plus importante, quoique mois de mars, début mars, si ça pouvait l'être. Mais là, par exemple, sur le mois de novembre, on sait ce que c'est. Je l'ai déjà dit à un journal local, mais on est dans la période tartiflette, raclette et fondue. On sait comment ça se passe, une petite raclette par-ci, une petite raclette par-là, il fait froid, on mange toujours un peu plus chaud, donc un peu plus gras. S'il n'y a pas d'activité derrière, la prise de poids va être importante. Pour collaborer tout Julien, ça... Ouais. Julien, merci pour le contexte. Est-ce que je me permets de te couper? Il y a une petite remarque, enfin une remarque et une question. Ouais. Il y a Christine qui nous demande si, je crois que tu vas y revenir après, mais je pose tout de suite. Le risque est-il le même suivant la gravité du Covid et les tranches d'âge? Non, alors je vais en parler tout à l'heure parce que je vais parler des différents profils. En fait, je vais vous établir différents profils de personnes. Les tranches d'âge, oui, enfin on le sait, les impacts chez les gens un peu plus âgés en isolement, que sportifs ou non, on va avoir un plus gros impact au niveau mental que les autres. Mais il s'avérait aussi que je suis le premier à le dire, comme j'ai dit, le premier confinement, mentalement, m'avait fait très mal les 2 premières semaines. Si ma femme me balance pas mes chaussures de sport au bout de 2 semaines, je ne sais pas comment je finis. Donc, et je sais que j'ai des personnes, après avoir discuté avec des personnes, il y a des gens jeunes qui ont très très mal vécu, et même sportifs qui ont très très mal vécu ce confinement. Donc, ça va être voilà, je vais en parler après, ça va être d'établir un profil de la personne, que ça soit virus ou pas virus, ou comment ils ont vécu le confinement, en fait, tout simplement. Ok, super. Et Laurence qui nous fait une remarque, le sportif, quel que soit son niveau de pratique, a besoin d'objectifs, mais surtout d'un encadrement qui l'accompagne en permanence, y compris lors du confinement. On ne peut pas reprendre là où on en était, hein. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est tout à fait. C'est le De la problème, c'est qu'il y en a une de la patience, je vais en parler tout à l'heure, mais aussi, malgré les liens qu'on essaie de tenir avec les athlètes, il y en a beaucoup les coachs vidéo, les coachs Instagram, enfin, que je n'irai pas plus loin là-dessus, mais beaucoup de gens ont fait des séances là-dessus. Et moi, je m'y suis refusé, par exemple, avec mes individuels. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là avec eux. Même s'il y a la caméra, je ne vois pas tout. On n'est pas à 1 mètre de la personne. La motivation n'est pas la même. Voilà, donc je suis d'accord avec elle. Sans encadrement, c'est hyper compliqué. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on a eu beaucoup de pertes d'athlètes ou de personnes lambda sportifs qui se sont tournés vers des gens qui ne connaissaient pas, des trucs faits pour tout le monde. Et alors que c'est l'erreur à ne pas faire dans cette situation-là. Il faut se rapprocher des gens qui nous connaissent. Ok, merci. Pour la littérature, tout simplement en 2012, je me suis rapproché. Est-ce que dans la littérature, il existe une situation qui aurait pu ressembler à ce qu'on a vécu? Et en fait, ouais, on a eu une situation dans ce cas-là en NFL, donc en football américain, en 2011, où après le Super Bowl, pour des raisons financières ou autres, tous les joueurs, par les entreprises et par toutes les firmes, ont été mis au repos durant 18 semaines. 18 semaines où les joueurs n'avaient pas le droit de s'entraîner, ni en groupe ni individuel, et ils devaient être complètement au repos. Et ils ont évalué l'incidence annuelle des ruptures du tendon d'Achille par rapport à ça. Donc, ils ont pris l'année 2007 à 2002, pardon. Ils ont pris 2007 à 2009, je crois, de 97 à 2002, pardon, et de 2011 sur la saison 2011. Et il s'avérait que
en moyenne, de 1997 à 2002, il y a eu 5 ruptures par an du tendon d'Achille. Alors qu'en 2011, juste sur l'arrêt de 18 semaines, dans la pré-saison qui dure 2 mois en NFL, il y a eu 12 ruptures en un mois, dont 10 sur les 12 premiers jours. Donc on se rend compte, là, 18 semaines, ça représente quand même 4 mois. Donc on se rend compte que sur 18 semaines d'arrêt, il y a eu le double de blessures en 2 mois que sur une saison entière en 5 ans. Sur 5 ans, une moyenne sur 5 ans. Mais surtout, il y en a eu 10 en 12 jours. C'est énorme. Et on se rend compte que dans la littérature, on peut se rendre compte que finalement, il y a des gros impacts au niveau du confinement sur le corps, malgré c'est des joueurs professionnels qui sont suivis, qui ont dû quand même avoir une adaptation, un réentraînement correct au fur et à mesure des semaines de reprise. Et on se rend compte quand même que sur les 10-12 premiers jours, il y a 12 graves blessures. Donc c'est très important, donc c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte sur le protocole de reprise. Et tout récent, il y a SoFoot qui a sorti une comparaison des blessures sur tous les championnats européens. Et en football, ça confirme exactement ce qui s'est passé. C'est que en Liga, il y a eu donc le bleu, c'est la saison d'avant. Ça va arriver, j'espère. Le bleu, c'est la saison d'avant. Le orange, c'est le nombre de blessures cette année. Et le gris, c'est le pourcentage. Donc, on voit en Serie A, Première Ligue, en Bundesliga et en Ligue 1 les évolutions. Et on se rend compte, j'attends que ça arrive au fur et à mesure sur l'écran, super. Donc, et on se rend compte qu'il y a une augmentation dans tous les championnats de blessures. Donc en Liga, il y a 17,4% d'augmentation de blessures. En Italie, 19,1% de blessures de plus que l'année dernière. En Angleterre, 38,4%. En Bundesliga en Allemagne, 66,7%. Et on a le record inégalé en France, et il va falloir vraiment qu'on se pose des bonnes questions, 120%. C'est-à-dire qu'on est passé de 25 blessures en même période sur le même temps de match, c'est-à-dire 9 à 10 matchs selon les championnats, à 55 blessures cette année, après confinement. Et je vais aller même plus loin, sur 55 blessures, il y en a 10 pour le PSG, donc presque 20%. Et pourtant, c'est le staff le plus complet qui existe en Ligue 1 avec des gens hyper compétents et pourtant il y a beaucoup de blessés. Donc, à se poser des questions vraiment sur l'impact qu'a eu le confinement sur le corps et sur le cerveau des joueurs. Pas de questions, Quentin? Non. Ok. Donc, l'étape 1, et on en revient à ce qu'on a parlé tout à l'heure sur établir un profil. La première chose à faire, ça va être de discuter avec son sportif. Le questionner, lui mettre même un questionnaire que je vais vous proposer tout à l'heure. Comment il a vécu le confinement, s'il a eu le Covid, comment il l'a vécu, comment il l'a ressenti. Vraiment, remettre une base, un lien avec son sportif pour évaluer des petites choses qui peuvent avoir eu lieu pendant le confinement, soit des atteintes au niveau psychique, mental, soit des atteintes au niveau physique. J'ai trouvé un petit questionnaire d'un médecin que j'ai trouvé très cohérent. Donc voilà, ça a été. Il pose plusieurs questions. La première, c'est avez-vous été diagnostiqué Covid-19 ces derniers mois par un test PCR ou un scanner thoracique? Et là, le joueur ou l'athlète répond non en casting, oui par test PCR, probablement selon mon médecin, probablement car j'ai eu des symptômes. Donc là, déjà, ça vous oriente. Avez-vous été en contact avec un patient diagnostiqué Covid? Oui, non. Si oui, à une des deux questions précédentes, à quelle date? Donc, ça va vous permettre de tout calibrer, tout
mettre des événements sur les choses pendant qu'est-ce qui s'est passé à tel jour sur votre athlète et pouvoir anticiper la programmation ensuite. Après, avez-vous remarqué ces 2 derniers mois les symptômes suivants, fièvre, frisson, courbature, inhabituel, trouble du goût, de l'odorat ou toutes ces petites choses-là? Est-ce que l'entraînement normal pendant le confinement, oui et non? Donc là, pareil, ça va vous permettre de déjà dissocier deux athlètes. Et oui, quel mode d'entraînement, entraîneur, rameur, course. Et ça va vous permettre, on en parlera tout à l'heure, de dissocier encore 2 profils d'athlètes. Ensuite, vraiment basé sur l'entraînement, c'est de savoir comment ils se sont entraînés, à quelle intensité, quel volume. S'il y a eu des modifications autres et surtout s'il n'y a pas eu d'entraînement, donc il y a la petite question en bas à gauche. Et surtout s'il y a eu des symptômes inhabituels à l'effort, des palpitations, des petites choses comme ça. Et comme ça vraiment, on va pouvoir émettre une carte d'identité, un profil type de l'athlète, rien que par rapport à ces questions-là et par rapport à la situation. Donc, j'ai déterminé plusieurs types. Déjà, le profil, je vais parler d'un profil santé, des gens qui ont un besoin pour leur santé, de faire du sport, qui ne sont pas des athlètes, mais uniquement, je pourrais dire, obésité, cancéro, toutes ces petites choses-là. Donc, on va déterminer 2 profils. Oui, il y a une infection Covid. Suite à ça, on va déterminer des profils différents. Oui, il y a eu infection au Covid et je l'ai actuellement. Oui, il y a eu infection au Covid et j'ai été hospitalisé. Oui, il y a eu infection au Covid, mais je n'ai pas eu besoin d'être hospitalisé. C'est-à-dire que j'ai eu des symptômes, mais rien de forme sévère. Pour ces 3 cas-là, 3 types différents, c'est que celui qui est actuel, pas de sport au minimum pendant 15 jours. Minimum. Celui qui a été hospitalisé, il va falloir effectuer un bilan. Et bilan, c'est le médecin. Donc, sport selon le résultat du bilan effectué par le médecin. Est-ce qu'il peut reprendre? Est-ce qu'il ne doit pas reprendre? Oui, j'ai été infecté, mais je n'ai pas eu de cas sévère. Pas de consultation obligatoire. Je dis bien obligatoire. Moi, je la conseillerais. Reprise progressive de l'entraînement. Comment progressif, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième cas de figure, non, je n'ai pas eu le Covid. Je suis un nouveau athlète, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des nouvelles personnes qui se sont mis au sport ou qui ont recommencé le sport et que ça faisait X temps, X mois, X années qu'ils n'avaient pas pratiqué. Je suis nouveau, le guide conseille de pouvoir reprendre tranquillement. Moi, je pense qu'après le confinement, consultation de validation. Oui, vous pouvez reprendre. On valide par le médecin, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça coûte rien d'aller voir un médecin pour un petit contrôle. Je refais du sport, ça fait 6 mois, 1 an que j'en ai pas fait. Je vais consulter pour une validation par le médecin. Je suis un ancien sportif, enfin un sportif actuel, quand je dis ancien, mais un sportif actuel qui ne s'est pas arrêté. Je n'ai pas eu le Covid, je fais quand même une consultation de contrôle. Je ne sais pas dans quel état, au niveau cardiaque, au niveau autre, je peux m'être trouvé pendant le confinement. Et de petits tests, soit de tension, soit cardiaque, peuvent être très intéressants. Juste un examen de contrôle, pour moi, pareil, ça ne coûte rien et c'est plus de la prévention que de la perte de temps. Au niveau amateur, des sportifs amateurs comme on a la plupart, c'est le même système. Oui, Covid actuel, hospitalisé ou pas de symptômes sévères, c'est le même système. Pas de sport au moins pendant 15 jours pour les actuels, hospitalisés, sport selon les résultats de bilan et pas de consultation de reprise progressive de l'entraînement pour ceux qui n'ont pas eu d'hospitalisation. Pareil, et ça c'est les recommandations, j'estime que ça ne coûte rien d'aller faire un petit tour chez le médecin. Pour les profils amateurs qui ne l'ont pas eu, donc nouveau, c'est le même système. On reprend une activité en sport dans une association. Dans le temps qui court, on sait que
les directives sur les certificats médicaux ont largement changé. Donc, ça se trouve, il y en a, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas été voir le médecin. C'est toujours mieux d'aller chercher une consultation de validation du médecin. Les anciens, pareil, une consultation de contrôle n'est pas de refus. Pas obligatoire, mais pas de refus. En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, et là, ça change tout parce que, ça change tout. Ça ne devrait pas changer en termes moraux, sauf que il y a eu un guide vraiment bien précis qui est sorti par l'INSEP, par exemple, où là, on va avoir encore d'autres styles, d'autres profils. Et là, c'est oui, infection au Covid, je l'ai actuellement, hospitalisé ou non sévère. Actuel, c'est toujours le même système, c'est pas de sport pendant 15 jours. Pour ceux qui ont été hospitalisés, c'est avis cardiologique obligatoire et sport selon le résultat. Et pour ceux qui l'ont eu, même s'ils n'ont pas été hospitalisés, il y a une consultation médicale et un ECG qui doit être obligatoire pour les sportifs de haut niveau, avec reprise progressive par la suite. Si tout ça est validé par le cardiologue ou le médecin. Sinon, eh ben, le guide dit qu'il n'y a pas de consultation. Je n'ai pas eu le Covid. Je suis sportif de haut niveau, je n'ai pas besoin d'aller voir le médecin. Voilà. Donc déjà, là, ça nous tire certains profils. Sauf que pour moi, ça ne me suffisait pas. Savoir s'ils ont eu une infection, s'ils ont eu ou pas une infection, ça ne me suffisait pas pour avoir un tableau complet. Reprise progressive et adaptée par rapport quand même à la situation. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait pendant le confinement, ou plus ou moins à certaines doses. Donc, on va y aller progressivement. Pour la suite, il fallait absolument parler des principes de la préparation physique. Je ne vais pas tous les énumérer, mais les plus importants pour ce thème-là. Le premier, on l'a dit tout à l'heure, c'est la progressivité. Il va falloir reprendre progressivement en volume et intensité. Je le dis à tous ceux que je croise, vaut mieux faire 3 fois 30 minutes les premières semaines qu'une fois 1h30 et ne pas rien faire pendant 7 jours, mais surtout des risques de démotivation parce qu'une séance semaine, une grosse séance d'1h30 semaine, pour ceux qui n'ont rien fait pendant un mois, ça peut être trop d'un coup, risque de blessure et surtout pas d'intérêt. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le désentraînement commence au bout de 5 jours. Si on s'entraîne 1h30 un lundi pour reprendre le lundi d'après, ça fait 6 jours d'arrêt. Il y aura des bénéfices, mais très médiocres par rapport à ce que vous allez entreprendre comme pratique. Ensuite, l'individualisation. Et ça, on en parlera tout à l'heure selon les profils, différents profils, mais il va falloir extrêmement, de façon très importante, déterminer des profils de sportifs, des profils de sport et surtout tester les sportifs ou même tester, et j'en reviens dans mes coachings santé, le testing est très important, que ce soit pour de l'obésité, pour du cancéro ou pour tout simplement du bien-être, mais savoir et guider les gens dans le bon chemin et dans leurs forces et leurs faiblesses. Donc, il va falloir individualiser absolument le travail. Il va falloir périodicité, il va falloir programmer, il va falloir planifier des choses cohérentes par rapport aux différents profils. Certains profils, vous verrez, j'en parlerai tout à l'heure, vont pouvoir recommencer plus vite que d'autres. Il va falloir être régulier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une séance semaine, ce n'est pas suffisant. Il vaut mieux faire les premières fois 3 fois 30 minutes qu'une fois 2 heures d'un coup où ce n'est pas régulier. Mais surtout, les 2 derniers, il va falloir être à l'écoute du sportif ou de la personne. Pourquoi ? Parce que c'est son corps, il le connaît mieux que n'importe qui. Va falloir être à son écoute, les petites douleurs, les petites choses comme ça, va falloir les prendre en compte parce qu'on sort d'une situation complètement exceptionnelle, une situation, un événement exceptionnel, donc on ne sait pas comment les corps vont réagir par la suite et il va falloir surtout faire preuve de prudence. Pas de questions, Quentin ? Non, pas de questions ce jour. On continue. Donc,
Je vais établir chaque petit point qu'on a vu précédemment, donc la progressivité. La question de la progressivité, c'est dans quel but? Et j'appelle ça la bataille des raies, d'accord? Et avant tout, je vais même dire que j'entends beaucoup de parler de réathlétisation. Dans cette période de déconfinement, j'entends. Sauf que la réathlétisation a été faite pour des retours de blessures. On ne parle pas de retour de blessure, on parle d'un retour à une activité. Qui dit retour à activité, ce n'est pas une réathlétisation, mais un réentraînement. La réathlétisation, c'est un protocole fait après un retour de blessure. Donc, on n'est pas en retour de blessure. Peut-être certains, sauf que là, on est à un retour d'entraînement, retourner, réentraîner l'athlète. Et pour ça, donc la progressivité va avoir plusieurs rôles, plusieurs objectifs. C'est de réactiver le corps, réactiver les muscles, c'est-à-dire réactiver les tendons, réactiver les systèmes nerveux, réactiver tout ça afin de permettre de limiter les blessures. De réoxygéner. Réoxygéner, on a été certains enfermés pendant quelques semaines chez soi. Elle peut sortir, surtout. Et là, c'est important de savoir comment vit l'athlète. S'il vit dans un appartement, s'il vit dans une maison. Dans un appartement, il peut sortir, même limité dans son jardin. Dans un appartement, il ne sort pas, il reste enfermé chez lui. Donc, il va falloir réoxygéner, que ce soit au niveau physique, musculaire, au niveau pulmonaire, mais aussi au niveau mental. On va retonifier le niveau musculaire, remettre les muscles en action afin de retonifier le corps et d'être capable de subir les impacts liés au sport. On va reconfigurer. Les mauvaises postures liées pendant le confinement a pu avoir des impacts énormes sur le corps, des décompensations, des patterns de mouvement qui ont été complètement annihilés et qu'on doit reprogrammer. On va restabiliser. On va travailler sur un travail de gainage, de core training qui va être important au niveau des articulations, chevilles, genoux, réactiver les muscles pour pouvoir restabiliser toutes ces articulations-là va être hyper important. Et on va surtout remobiliser. C'est-à-dire, on va recréer du mouvement de façon générale, prendre des mouvements simples, mais réhabituer le corps à bouger. Et ça, tout ça, dans la progressivité, doit être planifié et doit être important. Au niveau de l'individualisation, quelle est l'importance de l'individualisation? Alors, je ne rentre pas dans les détails prépa physique, on n'en est pas là, mais l'importance, ça va être quoi? Ça va être d'évaluer. D'évaluer, comme on l'a vu tout à l'heure, pour déterminer certains profils, là, en impact avec le Covid, mais d'évaluer aussi, ça peut être le niveau physique, comme le niveau mental, comment il se trouve. Et on a des études, des questionnaires comme le POMS qui permettent de savoir dans quel état psychique est l'athlète, au niveau de stress, au niveau de colère, au niveau d'anxiété. Donc ça, c'est des outils qui nous permettent d'évaluer nos sportifs. Suite aux évaluations, on va pouvoir déterminer des profils bien spécifiques et on va pouvoir ajuster son entraînement. Les outils pour ça, donc je vous l'ai dit, un questionnaire comme le POMS, le POMS, peut servir à évaluer les qualités mentales et savoir où est l'athlète est. Au niveau du corps, des compensations, de l'activité du corps, on va pouvoir se rapprocher des tests mobilité tels que le Functional Movement Screen, le FMS, qui est un test qui nous permet de voir les compensations du corps et de déterminer les forces et faiblesses de l'athlète. Les outils comme la fréquence cardiaque, que ce soit au repos ou en activité, mais même aussi le système de RMSSD, qui va nous permettre qui est l'un des systèmes les meilleurs pour calibrer la fatigue, va nous permettre de savoir dans quel état physiologique est le corps. On sait très bien que la fréquence cardiaque est le marqueur numéro 1 d'un état de fatigue. Et ensuite, les tests de force, les tests de puissance, tous les petits tests qu'on peut trouver, soit de gainage, soit
pour soit établir les ratios, voir s'il y a eu des déséquilibres créés ou plus augmentés par rapport au confinement, et les tests de puissance pour voir s'il y a une perte ou non des qualités par rapport à ça, mais aussi les tests aérobie, les tests d'endurance, pour voir s'il y a une perte par rapport à ça aussi. Donc voilà, il y a plusieurs outils qui vont nous permettre d'individualiser. Attention, si prise en charge santé, il va falloir aussi prendre en compte la pathologie associée. On sait très bien, tous les médecins nous l'ont dit en France, que en période de confinement, les gens ont moins consulté pour des pathologies telles que les cancers, ont moins consulté, sont moins venus aux hôpitaux, et donc on ne sait pas exactement dans quel état de santé ils sont. Ils ont pu énormément décroître, donc il va être important de prendre ça en compte aussi dans l'individualisation de la reprise. Donc, on a défini tout à l'heure les différents types de sportifs selon le cas ou non de Covid, mais on va aussi différencier selon les types de sportifs. Alors, on a le sportif en général, mais on a surtout les sportifs qui ont pu s'entraîner, les sportifs qui ont pu s'entraîner spécifiquement aux intensités de l'activité. Je m'explique. Un coureur en athlétisme a pu, malgré les contraintes temporelles et les contraintes de distance liées au confinement, s'entraîner de façon pas optimale, mais la moins de pertes possible dans l'intensité que demande son activité au préalable. Alors que d'autres ont dû s'entraîner ont eu des entraînements différents des intensités de leur activité. Un handballeur, un footballeur, tous les sports un peu dits explosifs ont dû s'adapter et ont amené à une réorganisation de l'entraînement par rapport au confinement, pendant le confinement, qui les ont emmenés sur un chemin complètement autre à leur activité. Et on a le troisième profil, malheureusement, qui existe, c'est ceux qui ne se sont pas du tout entraînés et qui ont été en système de désentraînement. Et déjà, là, dans les planifications, dans les protocoles de reprise, il y a 3 chemins possibles. La personne qui s'est entraînée et qui a pu s'entraîner peut-être à un niveau moindre, mais qui a pu s'entraîner dans des intensités spécifiques à de l'activité, va pouvoir, en réentraînement, dans la période de protocole de retour, revenir beaucoup plus vite à la spécificité. Je m'explique. Les gens qui ont des sports beaucoup explosifs et qui n'ont pas pu travailler de la meilleure des manières, ou voire pas du tout, leur qualité d'explosivité, et sont partis sur une chose complètement différente, sur de la course longue, sans intensité, et qui ne demande pas, ont perdu et se sont désentraînés dans leur spécificité. Et le jour où on les ramène dans leur activité et que derrière, on les referait repartir pleine balle dans les intensités de leur activité, il y a des gros risques de blessures. Donc ceux qui ont pu s'entraîner dans leur intensité vont pouvoir reprendre un peu plus vite. Ceux qui ont pu s'entraîner, mais dans leur qui n'ont pas pu s'entraîner dans leur intensité d'activité, va falloir être prudent et recommencer par l'initiation et réactiver un peu tous les leviers pour pouvoir revenir à l'intensité demandée. Et pour le dernier profil, le désentraînement, ça va être court, mais faut reprendre à la base. Donc, on a déjà 3 profils. 3 styles, 3 protocoles différents. Ensuite, ça ne me suffit pas parce qu'il y a... Julien, ouais. Je me permets juste sur ton changement de diapo, il y a 2 petites questions, donc on va profiter pour les poser. Une de Laurence qui nous parle des certificats médicaux qui sont valables 3 ans et c'est déjà un problème en période hors Covid. Bon, après, oui. La question ne va pas forcément se régler cet après-midi entre nous, mais toi, ta position sur pourquoi le ministère des Sports et les fédérations n'ont-elles pas anticipé
la situation et de rendre, j'imagine, hein, Laurence pourra prendre la parole, mais de rendre un peu obligatoire justement la visite dont tu parlais avant la reprise d'activité. Ça, c'est la première question, et puis il y en aura une suivante. En fait, je comprends pas. Je comprends pas déjà le positionnement où moi, j'étais, lors du premier confinement, ça me rendait fou. Où, je sais pas si tu l'avais vu, Quentin, ça me rendait dingue de voir des gens qui allaient faire du hit à fond les ballons ou des trucs à haute intensité alors qu'on est en période de virose. Et j'ai Monsieur Poisson, docteur Poisson de Caen, où j'avais discuté avec lui, mais il fait, mais tu as tout à fait raison. On ne sait pas, et je reviens au risque du myocardite. On est dans un système de virose qu'on ne connaît pas. Et des gens continuaient, en ne sachant pas s'ils avaient le Covid ou pas, donc à être porteurs du virus, à faire du sport à haute intensité avec tous les risques que ça amenait. De plus, on sait les dégâts que ça a pu faire. On l'a vu avec le Stade français, où sur 27 joueurs au rugby, le Stade français, sur 27 joueurs au mois de juin, du staff, 17 ont eu le Covid et 12 ont eu des séquelles et des séquelles pulmonaires. Il y avait des lésions pulmonaires au niveau. Et sur les 12, tous n'ont pas eu de cas sévères ou même asymptomatiques. Donc, en fait, je ne comprends pas comment on peut ne pas redemander et surtout, au moins pour les gens qui ont eu le Covid, mais même ceux qui ont eu comment dire, qui n'étaient pas sûrs de l'avoir eu, de pas retourner au moins chez le médecin. Ça ne coûte rien. Ça coûte rien. C'est de la prévention. Donc, je suis assez d'accord avec Laurence. Pourquoi on ne peut pas obliger les gens, mais au moins le conseiller. Et dans les guides, ce que je vous disais tout à l'heure, dans les guides pour les gens qui n'ont pas eu le Covid ou qui l'ont peut-être eu mais qui ne le savent pas, c'est pas de consultation. C'est dommage. Parce que ça se trouve à l'intérieur de toi et comme c'est un virus qu'on ne connaît pas, on ne connaissait pas encore et je pense qu'on ne sait pas encore tout, on ne sait pas quels dégâts ça a pu faire à l'intérieur de notre corps. Super, merci Julien. Et une autre question de Reynald. Est-ce que tu conseilles les tests aérobie ou des tests de puissance à la reprise de l'activité physique, puisque comme on le sait, la charge d'un test post-confinement ne respecte pas la progressivité. Ouais. À ton propos. Je suis d'accord avec Reynald, mais c'est une question de y aller progressivement. Encore une fois, bien sûr, demain, je récupère mes athlètes, je ne vais pas leur faire un test de puissance dès le lendemain. Enfin, c'est cohérent, on va y aller progressivement. Un test aérobie, en fait, on pourrait dire, ouais, mais de toute façon, il va y avoir des impacts. Oui, il y aura obligatoirement des impacts liés au confinement, mais ça peut redonner une base de travail, tout simplement. Après, pareil, c'est de la progressivité. Est-ce que c'est du côté réfléchi? Est-ce que demain, je récupère mes athlètes, je leur fais un test VMA dès demain? Pas d'intérêt. Est-ce que j'attends 2 semaines? Ouais, au moins je réactive, je réoxygène, tout le système de ré que j'ai énuméré tout à l'heure, et je prends mon temps. Je l'ai dit, c'est la patience et la prudence qui va mener. Donc remobiliser, réactiver, réoxygéner, restabiliser. Et quand je vais estimer d'avoir fait le travail, oui, je peux repartir sur des tests. Merci. Et puis on a une dernière remarque de Laurence que je partage. Après, là, ça va être les combats avec certaines fédérations qui veulent reprendre le plus vite possible. Mais oui, en effet, il faudrait un laps de temps de réentraînement avant de reprendre les compétitions. Et là, il va y avoir, voilà, entre ce que les fédés vont vouloir pour aller au bout des compétitions, si possible, et puis les éducateurs qui... Quand j'entends parler on va laisser 2-3 semaines, alors que tous les protocoles énumérés pensent qu'il faudrait aller à 6 semaines, et que même les pros, qui ont des staffs énormes,
qui ont 6-7 semaines d'entraînement, comme au PSG, 8 semaines, et qui ont, au mois de mi-août, ils ont sur 23 pros, ils en ont 13 de blessés. Qu'est-ce que ça va être au niveau amateur? Moi, j'appréhendais la fin du confinement et je l'appréhende toujours parce que, en fait, on ne sait pas du tout où on va. On ne sait pas quel impact ça a eu. Et l'aspect mental, je pense, ça a eu un impact énorme. Donc oui, l'erreur, c'est qu'ils vont vouloir nous faire reprendre trop tôt. Ouais, malheureusement, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme l'aspect économique. Et ça, je ne me lance pas dans ces débats-là. Ce n'est pas du tout mon domaine. Ok, merci. Donc j'ai parlé des différents types de sportifs. Maintenant, je vais parler des différents types de sports. Donc, déjà, on va déterminer les sports collectifs des sports dits individuels. Pourquoi? Parce que, encore, le sport collectif va amener d'autres contraintes par rapport au sport individuel, va amener d'autres ressources. Et c'est surtout, on va avoir les sports dits de contact, qui déjà sont interdits actuellement à la reprise. Enfin, les sports de contact peuvent reprendre, mais sauf la boxe, parce que si je crois que même la boxe, à partir d'aujourd'hui, ils ont le droit de reprendre. Non, je ne suis pas sûr, c'est 7 janvier. Enfin, je prends les sports collectifs où ils ont le droit de reprendre, mais sans contact. Donc déjà, c'est des profils qu'il va falloir déterminer comment je m'entraîne dans cette situation-là. Et on va déterminer aussi les sports collectifs et les sports individuels où on ne va pas avoir de contact. Pourquoi? Parce que je m'approche, c'est que dans les deux approches, et dans le réentraînement et surtout musculaire, va y avoir un impact. Le sport de contact va demander dans les protocoles d'avoir un renforcement musculaire et une réadaptation au contact, aux collisions, aux dégâts, aux impacts beaucoup plus importants que les sports sans contact. Parce que le sport sans contact, oui, il va y avoir des impacts, bien sûr, liés à la raquette, liés à l'outil dont on se sert ou aux impacts de saut, ou tout autre impact. Mais le sport de contact a lié un apport aux impacts qu'on ne contrôle pas, c'est-à-dire l'adversaire. Et il va falloir se préparer à ça. Et pareil, psychologiquement, est-ce que les joueurs sont aptes à reprendre des coups? Est-ce que le corps est apte à reprendre des coups? Musculairement, est-ce que mes articulations sont prises à reprendre des coups? Donc pareil, dans le protocole, il va falloir établir tout ça de façon plus importante dans un sport de contact que dans les sports sans contact. Ensuite, la typologie du sport. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais un sport à fibre de type 1 va être différent qu'un sport à fibre de type 2. Pourquoi? Parce que quand je vais réentraîner, il y en a un qui va être plus facile à développer que l'autre. On sait qu'il est très difficile de développer les fibres de type 2 par rapport aux fibres de type 1. Les recherches, un grand chercheur français, Cometti, pendant des années a travaillé là-dessus et a démontré que, même si c'est des trucs qui sont assez vieux maintenant, mais a démontré qu'il était plus facile d'entraîner des fibres de type 2 et les faire passer en fibres de type 1 que inversement. On a l'exemple, un sprinter va beaucoup plus facilement passer à du 200, du 400, du 800 ou du 1500 mètres qu'un marathonien va devenir sprinter. Parce que physiologiquement, c'est comme ça que ça se passe. Il est plus facile de passer du 2 au 1 que du 1 au 2. Sauf que le confinement a amené, et je l'expliquais tout à l'heure, a amené certains sportifs à s'entraîner majoritairement en fibre de type 1, alors que leur sport est majoritairement en fibre de type 2. Et là, déjà, il y a opposition, il y a contrainte. C'est que il va falloir réhabituer le corps à refaire des efforts dits explosifs, fibre de type 2, et tout en sachant qu'on va avoir des difficultés à le refaire revenir à 100% parce que c'est extrêmement difficile. À l'inverse,
ça aurait été l'inverse. Le confinement aurait provoqué une augmentation de fibres de type 2. Impossible, mais et les athlètes seraient obligés de revenir en fibre de type 1, bah, il y a beaucoup moins de difficultés et la question ne se serait pas posée. Donc, encore ici, on a des profils différents. Et donc, par rapport aux sportifs, par rapport au sport et à la typologie des sports, on voit bien qu'il y a une multitude de profils qu'on rencontre et qu'il va falloir réfléchir à chaque protocole. Donc, pourquoi est-ce important? Bah, comme je viens de le dire, chaque type de sportif, chaque type de sport, chaque type de typologie doit amener à un protocole différent. Et c'est là toute la difficulté et pourquoi moi j'appréhende à chaque fois la fin du confinement, parce que c'est un boulot monstre. Dans les sports co, il va être très difficile, surtout chez les amateurs, où on va dire aux sportifs, bah non, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, vous avez 20 joueurs, il faut faire ça différemment. Et la seule chose qu'ils ont envie d'être, c'est d'être ensemble. Déjà, on doit sentir. Ah. Corentin? Ouais, juste donc partage d'écran a priori qui a Alors attends. sauté. Hop, excusez-moi. Pouf. Ça a l'air de. Ouais, c'est tout bon. Ouais, c'est bon. Donc, les joueurs ont juste envie d'être ensemble et quand ils vont revenir, on va leur dire bah non, déjà, on doit s'entraîner que par 5, pardon, 5 plus l'éducateur. Mais en plus, vous allez être séparés parce que vous n'allez pas du tout faire la même chose. Et donc là, ça pose encore le problème de l'aspect mental, de l'aspect de motivation, où les joueurs, et moi je prends l'exemple au foot, où bah là, le fait de jouer au foot, c'est bien, 2-3 premières séances, c'est sympa, on touche le ballon individuellement, mais il y a un moment où on veut retrouver aussi ce qui fait notre sport, c'est-à-dire l'opposition. Et là, donc mentalement, moi, rien qu'au bout d'une semaine, on voit déjà qu'il y en a bien certains qui freinent. En termes de motivation, ça commence déjà à baisser. Donc, il va falloir vraiment établir des choses spécifiques et être précis dans ce qu'on va demander au niveau du protocole. Donc, attention, le réentraînement est donc une phase obligatoire. Il va durer entre 4 et 6 semaines. La préparateur physique du basket, de l'équipe de France de basket, préconise, elle, 6 semaines largement. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, il faut être prudent, il faut prendre son temps, il faut être patient. Il va falloir un cycle d'adaptation nécessaire, pas repartir sur des choses à fond. Encore une fois, même si on va avoir des profils différents, des profils de sportifs qui se sont entraînés normalement, des profils de sportifs qui se sont entraînés mais de façon différente à le sport, et des sportifs qui ne se sont pas entraînés, oui, ils vont avoir des temps de cycle d'adaptation différents, mais ils vont tous devoir repasser par un cycle d'adaptation. En musculation, repartir sur des travails de mobilité, de gainage, de core training, de musculation à faible charge, de travail de posture. Peut-être celui qui s'est entraîné normalement d'une semaine, l'autre de 2 semaines, l'autre de 3 semaines, mais on va tous y passer obligatoirement. La préparation physique générale doit primer sur le spécifique. Ne pas repartir trop vite sur les choses spécifiques. Tout à l'heure, je vous montrais un petit graphique. C'est Yann Lemeur, un chercheur français, qui l'a mis, qui fait des infographies géniales sur le sport et qui montre que voilà comment ça devrait se passer en termes de pourcentage général spécifique et voilà comment ça se passe normalement. Et en fait, on fait fausse route parce que plus on va pas vite passer au spécifique dans un environnement qu'on ne connaît pas, comme je dis, qui est complètement inconnu, on ne sait pas comment les corps ont réagi, plus on va amener à un risque de blessure. Mais encore une fois, selon les profils, certains vont peut-être y venir un peu plus vite que d'autres. Et la fréquence cardiaque doit être un repère de repos ou d'activité. Et c'est là où c'est important, c'est qu'il va falloir, selon les moyens,
apprendre une autonomie à l'athlète de savoir prendre sa fréquence cardiaque, de l'évaluer jour après jour, en repos ou en exercice, pour essayer de déterminer un état de fatigue ou autre. La petite infographie que je vous parlais, ce qui devrait arriver, c'est qu'en termes de semaines, en gros, le pourcentage ne devrait pas dépasser 50% du spécifique avant la 4e semaine. C'est-à-dire pas de spécifique la première, allez, 25, on va dire 20% la deuxième, 40% la troisième, et pouvoir augmenter par la suite. Mais on sait très bien, et c'est notre erreur, parce que par rapport à ce que disait exactement Laurence tout à l'heure, on va avoir des contraintes de temps de préparation. Donc, il va falloir vite revenir au spécifique pour pouvoir être compétent, performant si on reprend les matchs lors des matchs. Et donc, il va se passer exactement ce que montre le deuxième graphique, c'est qu'on commence déjà le spécifique la première semaine et le général va complètement disparaître au fur et à mesure des semaines et c'est là qu'on va avoir un problème de blessure. Et je le répète, tout cela doit être adapté selon la détermination des profils. La personne qui s'est entraînée normalement ou dans les intensités de son sport va pouvoir revenir beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui ne s'est pas du tout entraîné. Et c'est toutes les contraintes d'un sport co, c'est comment vous gérez ceux qui se sont entraînés correctement et ceux qui ne se sont pas entraînés du tout. Et pour terminer, le point essentiel, ça va être le partage et l'écoute. On est, en tant qu'entraîneur, et moi je me place en tant que préparateur physique, je l'ai toujours dit, mon métier fait que je suis un lien privilégié, j'ai un lien privilégié avec les athlètes. Oui, je les fais souffrir quand on travaille, sauf que je le fais pour eux, pour qu'ils soient performants. Et donc, il faut être à leur écoute. Je dois être à leur écoute perpétuelle et encore plus dans cette situation-là et être dans le partage avec eux. Comment tu te sens, comment tu es, qu'est-ce que tu as ressenti, est-ce que tu te sens fatigué, voilà. Parce que, comme on l'a dit, les impacts de cette situation nous a amené à des choses qu'on ne connaissait pas et on ne sait pas du tout quel impact ça a eu mentalement et physiologiquement sur le corps actuellement. Et surtout la confiance. Parce que écouter l'athlète, avoir du partage, c'est bien, mais si on ne lui fait pas confiance aussi, encore une fois, c'est son corps. Il faut lui. Alors, j'espère et que maintenant, dans toutes nos fédérations, on apprend à nos athlètes, à nos joueurs, à apprendre à se connaître. Se connaître soi-même, l'introspection, comment je fonctionne est important. Donc, il faut lui faire confiance. S'il sait que ça ne va pas, s'il sait qu'il dit qu'il a une petite douleur ou une petite chose comme ça, il faut lui faire confiance, surtout en cette période. Parce que si on ne lui fait pas confiance, oui, il triche, non, il ne veut pas faire, il triche. Sauf que si une semaine, 2 semaines après, il se blesse, on sait tous comment on est. Moi, je sais que c'est un joueur qui se blesse, tout me repose sur les épaules. Je suis comme ça, c'est ma faute. J'ai pas lu, j'ai pas su déterminer, j'ai pas vu, j'ai loupé quelque chose, j'ai fait trop. C'est de ma faute, donc il faut lui faire confiance. Et surtout dans la situation actuelle. Et le dernier, la prudence. Il va falloir être prudent, avancer prudemment, évaluer très, très souvent pour établir une sorte de puzzle et de pouvoir imbriquer sans louper une pièce et risquer que tout s'effondre. La conclusion, malgré tout ça, Covid, pas Covid, sportif, pas sportif, différents types de sports, sport explosif, sport endurant, il va falloir faire attention aux signes d'alerte. Et tous les médecins le disent, on est en période de pandémie, on est en période virose, douleur thoracique, dyspnée, palpitations, perte brutale de goût, de l'odorat, fatigue anormale, température supérieure à 38, veille ou lendemain de l'entraînement, mesurer la température 2 fois par jour, puis reprise ou apparition d'une toux sèche, c'est stop, on arrête, on repart de zéro, on laisse du temps de repos. Pour la grippe, on estime que c'est 8 jours, et on met des minimums à partir d'un signe d'alerte, d'une apparition de tous ces symptômes-là. On remet 8 jours en arrêt avec visite médicale derrière pour avoir une certitude de ce qui se passe. Parce que ce n'est pas quand on va avoir des dégâts
sur le terrain ou dans les gymnases ou autres qu'il va falloir sonner la sonnette d'alarme, tout simplement, tirer la sonnette d'alarme, pardon. Moi, je trouve incroyable. Alors, c'est peut-être qu'une idée parce qu'à cause de l'état de pandémie, on est plus alerte ou pas, mais je trouve qu'il y a eu énormément d'athlètes qui sont morts cette année, des athlètes de 20, 25, 30 ans qui sont morts cette année, et j'ai l'impression qu'en termes de pourcentage, il y en a beaucoup plus que les années d'avant. En Italie, par exemple, alors que c'est eux qui ont eu la plus grosse vague au mois de mars, en un mois, que ce soit dans la Série A, Série B et dans tous les championnats amateurs en dessous, il y a eu 9 décès en un mois sur des morts subites. Donc, c'est beaucoup trop. Je n'avais jamais entendu parler de 9 d'un coup dans le sport de haut niveau en moins d'un mois. Et là encore, je trouve il y a des impacts importants. Donc, il faut vraiment faire attention. En tout cas, merci pour votre attention. Je vous remercie vraiment tous. J'espère que ça a été cohérent. C'est pas facile pour la première. Et un peu d'indulgence. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser. Je suis à votre écoute sans aucun problème. Merci. Super, Julien, merci à toi. On va passer, il y a deux, trois réactions, donc on a encore un quart d'heure si on veut respecter le timing. Il y a Fabienne qui nous demande comment faire avec les vacances et la possibilité ils peuvent reprendre l'activité sportive aujourd'hui. Et il y a 2 semaines de vacances qui se profilent encore avec la possibilité de pas avoir les jeunes en activité. Donc ça fait 2 semaines supplémentaires donc pour la reprise. Comment tu l'intègres? Et Christine, j'en profite, 6 semaines de réentraînement, on peut reprendre les compétitions à partir de quel moment selon toi? Alors, moi, je vais vous parler de mon expérience de cet été, où le foot a pu reprendre très tôt, mais les championnats ont repris un mois après ce qu'on fait d'habitude. Des clubs avaient décidé de reprendre à 10 semaines. 10 semaines avant le premier âge de compétition. Et moi, sur le moment, j'ai dit, wow, 10 semaines, 10, 12 semaines de préparation. Je trouve ça trop long. 12 semaines, 10 semaines sans match compétition, les joueurs, on va les perdre. Mentalement, je trouve que ça va être très dur. En plus, encore une fois, malgré les chiffres de l'été, on ne savait pas comment ça allait être après l'été, donc on ne savait pas comment on allait les retrouver. Donc, je me voyais mal leur faire 10, 12 semaines de préparation en comptant les 6 semaines de réentraînement. Et repartir sur de la compétition derrière 10-12 semaines, en sachant que dans ma tête, j'avais peur à la situation actuelle, c'est-à-dire que tout s'arrête. Et je me suis dit, mais si on fait 12 semaines et qu'on se rejoue que 1 mois et que derrière, on est reconfiné, mais on va les perdre complets. Donc, j'avais décidé 8 semaines. J'avais décidé 4 semaines de réentraînement et 4 semaines de préparation. Actuellement, je pense que j'ai fait une erreur. Je pense qu'on a fait une erreur parce que, comme je l'ai dit, j'avais peur, j'appréhendais, mais malgré ça, j'ai pas été assez prudent ou j'avais pas, même en étant prudent, j'avais pas encore évalué l'impact que ça pouvait avoir. Et donc, j'ai eu pas mal de petits blessés et des choses qui m'est jamais arrivé avant. En 8 ans, j'ai jamais eu de mollets, de contusions, de contractures au mollet, d'élongation au mollet, de rupture, de déchirure du mollet. Et cette année, j'en ai eu 3 ou 4. De la petite élongation à la rupture, à la déchirure. Et en fait, j'avais pas pris en compte encore tout, et malgré ma peur, j'avais pas pris en compte encore tout ce que ça pouvait engendrer, les positions qui ont été faites pendant 2 mois, les petites choses comme ça, le stress, l'anxiété. Et je pense que si j'avais recommencé, je referais 5 semaines et 5 semaines. 5 semaines de mobilisation, de réactivation, et je repartirais sur 5 semaines de planification totale. Ok, et puis on a une remarque de Laurence pour
conclure ou quasiment. Il serait judicieux que les calendriers des comités et des ligues soient révisés à partir de la date à laquelle l'activité aura pu reprendre régulièrement. Nous reprenons aujourd'hui sans savoir jusqu'à quand. Être en permanence en phase de reprise pour un sportif est décourageant. Ouais. Moi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, en plus, c'est de semaine en semaine, il y a des nouvelles choses. Là, c'est des choses encourageantes, mais on le sait tous très bien que moi, j'appréhende après les vacances de Noël. Si on suit l'activité, on voit les effets de Thanksgiving aux États-Unis où 3 semaines après, ils ont pris des 200 000 cas, 250 000 cas en une journée sur un week-end. Et c'était 3 semaines après le Thanksgiving. Qu'est-ce qu'on va avoir après Noël? Et surtout que là, si tu regardes les chiffres, visiblement, oui, hier, il y a eu 3 000 cas seulement positifs. Sauf que la courbe de réanimation et de nouveaux cas hospitalisés est remontée légèrement. Donc, encore une fois, on va essayer de travailler dans aucune certitude pour le mois de janvier. Et c'est ça si on redit aux sportifs au mois de janvier, tu repars, on arrête tout, le sport amateur va en subir les conséquences, malheureusement. Et une remarque de Corinne, sans parler de la différence entre la possibilité de pratique pour les mineurs par rapport aux sportifs majeurs. En effet. Ouais. Après, ça, c'est rentré dans la virologie, la question pandémique qui transmet qui transmet quoi. Ça, franchement, on entend tellement de sons. Pareil, je me lance pas dans des débats comme ça parce que je suis pas performant, je suis pas Raoult, je leur laisse leur spécialité. Et même entre spécialistes, ils arrivent à être en désaccord complet. Donc, c'est compliqué. J'en profite pour rebondir sur toutes ces questions-là de qui peut reprendre la pratique, quand, à quel moment, dans quelles conditions, etc. Donc, vous pouvez suivre les annonces du ministère des Sports qui tombent un peu régulièrement, qui s'actualisent très régulièrement, on va dire. Donc, on essaye de se tenir à jour donc sur le site internet calvadosfranceolympique.com. Voilà, vous avez tous les protocoles, tout ce qui est possible de faire, espace couvert, pas couvert, mineur, majeur. Donc n'hésitez pas. Et puis on se tient à disposition aussi de vos structures s'il y a des questions là-dessus sur réglementairement ce qu'on peut faire ou pas avec les groupes. Pas hésiter parce qu'on a pas mal d'appels de clubs qui sont un peu dans l'incertitude, un peu perdus. Donc, n'hésitez pas dans vos structures ou dans vos disciplines à passer le message. S'il y a encore des questions sur la thématique du jour, n'hésitez surtout pas. On est dans le timing, donc c'est très bien. Sinon, je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route que donc, mardi à la même heure, le 22 décembre, on aura un webinaire un peu sur le même format, 14h, 15h30. Sur la réathlétisation du sportif après blessure, la prévention de la rechute. Donc, les deux thèmes sont intimement liés, mais pas que en période de pandémie. Donc, voilà, je prends en même temps que je te parle Alors, tu as eu beaucoup de remerciements, je ne vais pas tous les énumérer. Laurence qui revient, ce n'est pas forcément rassurant, Julien, mais nous sommes nombreux à avoir eu des blessés. Nous naviguons trop à vue, sans objectif précis. Nous non plus, les éducateurs, bravo pour cette intervention. Merci. Effet, on est tous un petit peu à vue. L'idée, c'était là vraiment de donner des principes généraux et des bonnes pratiques, des bons réflexes. Après, y a pas, je pense que tu pourras confirmer qu'il n'y a pas de recette magique et de choses toutes clés en main de toute façon. Non, parce que de toute façon, je l'ai dit, moi je suis qu'à un niveau amateur. Hein. Je débute et j'ai mes visions, j'ai mes choses, mais quand on voit ce qui se passe dans le haut niveau et que même eux n'arrivent pas à diminuer ces blessures-là, ou malgré les staffs, malgré le côté médical, ils n'arrivent pas à anticiper ou autre, et qu'ils ont les joueurs ou les athlètes presque, ils peuvent les avoir 8 heures par jour, alors que nous, on les a 1h30
1h30, 5 heures semaine, on va dire, on ne peut pas gérer tout ce qui se passe à côté. On essaye de le diminuer, de le contrôler au maximum, mais on n'y arrive pas. Donc, on imagine bien que là, dans une période vraiment actuelle, qu'on ne maîtrise pas du tout, qui est complètement inconnue, et qu'en plus, avec toutes les contraintes extérieures, le travail, le sommeil, la nutrition et tout, je ne vois pas comment on peut contrôler tout. Et oui, moi, franchement, en termes de blessures, j'aimerais bien savoir dans 6 mois, 1 an, le taux de blessure qu'il y a eu cette année. Quand on voit déjà ce qui se passe en Ligue 1, je pense que les chirurgiens, rupture des ligaments croisés ou autres, vont avoir du boulot sur les mois à venir. Un grand merci. Je ne sais pas si Corinne voulait éventuellement conclure. S'il y a des questions, une ou deux dernières, n'hésitez pas. Corinne? Oui, juste, non, merci beaucoup pour cette intervention qui était très, très précise et concrète et qui a permis sans doute de répondre à un certain nombre de questions qu'on peut se poser dans cette période qui est un peu compliquée, évidemment. Non, merci beaucoup. Et puis, donc, on repart la semaine prochaine, je crois que c'est mardi, mardi après-midi, pour alors quelque chose de très particulier qui est après une blessure, comment un athlète peut-il se remettre dans son sport et pouvoir recommencer à s'entraîner de manière impeccable, j'allais dire, dans ces moments-là. Donc, c'est pour ça qu'il fallait absolument dissocier les deux. Quand on a donné les thèmes, je parlais bien de réentraînement sur le confinement et de réathlétisation après blessure. C'est vraiment deux choses différentes, ouais. Et pourtant, on entend trop réathlétisation actuellement. Oui, mais c'était bien de commencer par cette thématique de la pratique sportive. Je trouve que chronologiquement, c'était quelque chose d'intéressant et ça permet de cibler un peu plus des sportifs plus pointus parce que ceux qui se sont blessés, en général, sont des sportifs. Bon, il y a monsieur, madame, tout le monde, mais il y a quand même plutôt des athlètes qui évoluent à un niveau plus intéressant, quoi. C'est mon avis. Voilà. Donc, merci. Alors, moi, je pense qu'il faut avoir l'exigence, que ça soit santé ou performance, il faut avoir la même exigence. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Un grand merci, Julien. Et merci, Quentin. Comme promis, on donnera le replay aux participants et à ceux qui n'ont pas pu se connecter pour pouvoir revoir l'intervention. N'hésitez pas à la partager dans vos structures à vos collègues. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'après-midi. Un grand merci à toi, Julien. Et puis, je te dis à mardi prochain. Salut, à mardi, Quentin. Bon après-midi, merci. Merci. Au revoir.